Bonjour et bienvenue au jardin. Et au jardin, eh bien, ce mois-ci, nous allons y rester tout au long de l'émission puisque je vous propose quelque chose d'un peu spécial. Ce mois-ci, quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans cette émission de jardinage. Je vous propose de construire ensemble une serre. Alors pour m'aider, eh bien, j'ai demandé à deux collaborateurs du Geste du Mois que vous connaissez bien de m'accompagner dans cette belle aventure. Il s'agit de Jean-Marie Pesseleu. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Roland. Et d'Olivier Fievet. Bonjour. Alors ensemble, eh bien, nous allons tenter cette belle aventure. Jean-Marie, première question, installer une serre dans son jardin, je suppose que ça comporte plus d'un avantage sur notre climat. Mais oui, en fait, Roland, ici en Belgique, le beau temps n'arrive vraiment qu'au mois de mai après les Saintes Glaces. Et pour bénéficier d'un maximum de légumes et surtout des primeurs, avoir une serre, c'est quand même un grand avantage pour y semer, y repiquer des laitues, par exemple, à partir déjà du 15 mars, pour en avoir déjà des bonnes à manger au mois de mai. Mais au-delà de ça, une serre sert aussi à cultiver des plantes à l'abri des maladies comme les tomates, mais aussi à cultiver des plantes plutôt en arrière-saison, encore avoir des radis beaucoup plus tard, hiverner du persil pour en couper durant tout l'hiver. Donc si je te comprends bien, Jean-Marie, dans la serre, on peut y travailler toute l'année. Pratiquement, en fait, la serre, elle est utile pour le potager, pour le ménage toute l'année. Alors, Olivier, au moment où on décide d'installer une serre dans son jardin, je pense qu'il faut quand même faire attention à deux, trois petites choses. On ne la place pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux vendeurs. Il faut bien se faire conseiller, ce n'est pas un petit investissement. Et donc, et comme Jean-Marie l'a dit, on va aller tout le temps dans notre serre. Donc il ne faut pas la mettre trop loin de la maison. Il ne faut pas cacher la vue, mais il ne faut pas la mettre trop loin. Il faut essayer de la mettre un peu plus près. Oui. Et alors, l'orientation est quand même assez importante. Il faudrait l'idéal que le faîte soit dans un axe nord-sud pour bénéficier du soleil levant et du soleil couchant. D'accord. Et je suppose qu'on la place quand même sur un terrain plus ou moins plat ? L'idéal, évidemment, c'est de la placer horizontalement. Très horizontalement. Maintenant, on peut déroger et on pourrait placer l'avant ou l'arrière un peu plus haut, plus enfin, bas. Parlons plutôt d'horizontalité. Voilà. On va garder ça comme règle principale. Mais ne pas placer le côté gauche ni le côté droit plus haut. Ah oui, d'accord. Sinon, les portes vont s'ouvrir toutes seules. D'accord. Okay. Alors, vous savez quoi? Je crois qu'il y a pas mal de travail qui nous attend. Vous êtes arrivé avec du renfort. On va commencer. On commence par quoi, Jean-Marie? L'ossature? Eh bien voilà, on va commencer à faire la boulonnerie. Donc, on va assembler toutes les pièces métalliques en aluminium ensemble. Voilà. Eh ben, au boulot. Et pendant que nous on travaille, eh bien, vous savez quoi? Vous savez qu'avec la région wallonne, depuis l'année dernière, eh bien, on vous propose différentes séquences qui vous incitent à installer des haies dans votre jardin. On va retrouver un spécialiste, il s'appelle Jean-Paul Gérard, et avec lui, eh bien, nous allons entretenir nos haies après l'hiver. À tout à l'heure. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Roland. Merci de m'accueillir dans ta pépinière ici à Franelet-Couvain. J'ai l'habitude de dire que quand je viens ici, c'est un showroom, un véritable showroom à ciel ouvert, tellement il y a une belle diversité de jardins. Alors, je suis chez toi aujourd'hui parce que je t'ai demandé de nous parler un petit peu des haies et plus précisément de la taille de celle-ci. L'hiver est derrière nous, il y a du boulot au jardin. Alors, premier exemple ici, c'est une haie qui a été plantée il n'y a pas trop longtemps, je crois. Voilà, c'est une nouvelle haie qui a été plantée début mars. Elle est composée d'essences totalement indigènes, donc du hêtre, du charme, de la bourdaine, du fusain, du sureau, du troène, du noisetier. Voilà, une belle variété, une donc, belle diversité. Je les ai plantées de manière assez dense parce que je souhaite que cette haie reste assez basse. Ok. Donc ici, j'ai taillé les variétés plus arbustives, plus courtes, de manière à ce qu'elles se densifient très fort à la base. Le hêtre, le charme, je les ai taillés un petit peu plus haut, de manière à ce qui reste dominant les premières années. Et donc, cette haie, elle a été plantée il y a combien de semaines à peu près? Début mars, il y a un mois. Début mars, et tout de suite tu l'as taillée? Oui, tout de suite à la plantation, de manière à ce que les jets, les nouveaux jets se forment à la base et que le pied de la haie soit bien dense, se ferme parfaitement. Voilà, et bien voilà un premier exemple d'une belle haie avec une belle diversité, et vous savez déjà comment faire au moment de la plantation, eh bien, une toute première taille pour densifier cette haie. On continue notre petite promenade dans ta pépinière parce que des haies, il y en a encore pas mal à voir. Il y en a encore beaucoup. On va aller voir par là. Jean-Paul, nous voici devant un deuxième exemple de haie. Autant la première était toute jeune, autant celle-ci, elle a quelques années, non?
Elle a 10 ans de plantation et lors de la plantation, j'ai utilisé les mêmes dimensions de plantes que pour la haie précédente. À la différence qu'ici, ça a été planté à grand écartement de manière à ce que chaque plante puisse avoir son espace maximum pour son développement. Alors c'est vrai, Jean-Paul, qu'on voit que cet écartement est très important. Ici, par exemple, entre ces deux plants, il y a quasi 2 mètres. Par contre, un peu plus loin là, c'est plutôt resserré. Mais celles-là sont plus resserrées parce qu'il y a eu un rejet naturel sur racine. Donc c'est une plante colonisatrice qui avance par rhizome. Voilà, d'où l'importance de bien laisser de la place pour que ces arbustes se développent au maximum. Alors là, c'est quoi? C'est de la symphorine. Symphorine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 2-3 exemples. Il y a du cornouiller, il y a du cornus mince, du baguenaudier. Voilà. Ce sont essentiellement les 3 essences ici parce que ce sont 3 essences très mellifères. Alors, on est ici entre autres pour parler de taille. Jean-Paul, comment est-ce que tu tailles ce genre de haie? C'est-à-dire que je ne le taille pas parce que la taille empêcherait la floraison, donc il n'y aurait plus d'intérêt mellifère. Ah oui, parce que c'est ce que tu recherches au départ, c'est avoir un intérêt mellifère. Parce que j'ai des ruches là plus haut dans mon verger, donc c'est de nourrir les abeilles en début de saison avant les premières floraisons fruitières. Voilà, donc vous l'aurez compris, certaines haies se taillent, mais quand on a ce genre de démarche pour augmenter la biodiversité dans son jardin, eh bien, ici on ne taille pas. On taille pas. Voilà. On continue? On continue. Allez Jean-Paul, c'est parti. Bien, Jean-Paul, maintenant, j'aimerais bien quand même que tu nous montres un exemple de haie que tu vas tailler pour nous montrer un peu la technique que tu utilises, non? Oui, bien sûr. Mais tant que nous sommes ici, je voudrais attirer ton attention sur aussi un autre type de haie brise-vent. Oui, elle est énorme celle-là. Oui, constituée uniquement d'essences à grand développement, donc de l'érable, du peuplier, du tilleul, du frêne, haie qui sert uniquement pour brise-vent. Pour brise-vent. Est-ce que ça se taille, ce genre de Non, haie? je ne la taille pas uniquement à 1 mètre à la base pour éviter le contact des branches avec les clôtures électriques. Et c'est suffisant? Et c'est suffisant. Ok. On continue. On va tailler quoi comme haie? Une haie en hêtre. Ah bien, allons-y. Jean-Paul, nous y voilà, devant une haie qui mérite une petite taille. Alors, tu nous la présentes, cette haie? C'est une haie en hêtre qui a été plantée à 3 plantes au mètre. Ouais. Pour bien densifier. Pour bien densifier, et c'est une essence qui est narcessante. Alors, tu nous rappelles un petit peu, narcessante? Narcessante, ça signifie que les feuilles séchées, ils restent tout l'hiver dessus. Ils ne tombent quand les nouvelles apparaissent. Pendant une période de 15 jours, il y a une alternance entre les anciennes et les nouvelles. Donc c'est le genre d'essence à utiliser au jardin si on veut créer un écran permanent 365 jours par an à peu près. Effectivement, c'est la plante idéale. Alors, une petite taille s'impose. Moi je vois ici de jeunes pousses. C'est ça que tu vas tailler? C'est ça que je vais refaire un toilettage de printemps parce qu'elle était taillée fin septembre, début octobre. Donc c'est la repousse d'automne. Donc ici on va la remettre propre pour commencer l'été. Est-ce que ce genre de taille est suffisant pour garder toujours cette haie à la même hauteur? Non, parce que d'année en année, on doit toujours tailler quelques centimètres plus haut que l'année précédente. Donc après quelques années, on prend 20 ou 30 cm. Donc il est nécessaire de retailler à l'aide d'une tronçonneuse à ce moment-là pour retrouver le niveau initial. Eh bien, tu sais quoi, Jean-Paul? Je crois que je vais te laisser travailler. Je veux d'abord te remercier pour toutes ces informations très pratiques que tu nous as données. Je crois qu'on va d'ailleurs être appelé à se revoir. Mais en tout cas, dans un premier temps, je te souhaite bon travail. Bonne taille. Merci, à bientôt. Voilà. Jean-Marie, quand on commence ce genre de travail, il faut faire attention à plusieurs choses. On regarde un petit peu d'abord si on a toutes ces boîtes et on vérifie ce qu'il y a dedans, non? Oui, en fait, le montage d'une serre, ça commence déjà par la vérification du contenu, lire le plan de montage. Et en somme, le montage d'une serre, c'est, comme vous pouvez le voir, l'assemblage de différentes pièces métalliques, une boulonnerie qui est vraiment bien faite, où on insère les petits boulons et les écrous dans des entrailles qui permettent de caler et de maintenir la serre bien en place. C'est un grand mécano. Voilà, tout simplement, à suivre étape par étape pour arriver à une serre telle que
que vous pouvez Et ça avoir. paraît assez léger finalement, l'ossature Oui, d'une serre. c'est quelques dizaines de kilos par rapport au verre. C'est le verre qui va tout faire tenir. Voilà. Mais l'ossature métallique, c'est vraiment léger. C'est assez léger. Alors Olivier, la serre qu'on a choisie, elle a des parois obliques. Pourquoi? Voilà, c'est une serre type hollandaise. Et donc, comme tu peux le voir ici, le soleil du soir va taper perpendiculairement au côté. Oui. Et le matin, c'est l'autre côté. Oui, et donc, c'est là qu'on a un effet de serre le plus important. Donc le côté chauffer. oblique, en fait, va permettre d'avoir plus de chaleur dans ma serre. Les rayons vont être perpendiculaires et donc l'effet va être amplifié. Eh bien, ça c'est formidable. Alors, maintenant que l'ossature est terminée, je crois qu'on va passer à la suite, Jean-Marie. On va passer au verre. Le verre, et puis ensuite on terminera par les portes. Voilà. Ça va nous laisser le temps de jeter un petit coup d'œil sur le livre du mois. Il est consacré à la permaculture. Et puis, nous allons retrouver André Sandra. Il est dans le verger du Centre technique horticole à Gembloux. Il va protéger ses arbres fruitiers de certains prédateurs. A tout de suite. Mon petit jardin en permaculture, paru chez Terre Vivante, est un ouvrage qui vous présente des méthodes souvent très simples, permettant de faire d'un petit jardin un lieu à la fois productif, diversifié, esthétique et durable. Quand les mètres carrés au jardin sont comptés, la permaculture nous offre d'excellents outils pour prendre soin du sol, accélérer la succession des cultures, démarrer tôt au printemps pour finir tard en hiver. En favorisant la diversité et en limitant les besoins en énergie, le jardin sera d'année en année plus autonome et gagnera en résistance. Dans les vergers d'amateurs, les pommiers et les poiriers peuvent être attaqués par différents ravageurs. Parmi eux, le carpocaps, des pommes et des poires. Pendant tout le XXe siècle, la lutte s'est concentrée sur des méthodes chimiques. Elle a fréquemment montré ses limites et on s'est orienté progressivement vers d'autres solutions. L'une de ces solutions consiste à recourir à l'usage de phéromones. Les phéromones sont des substances chimiques émises par les insectes en vue de transmettre différents types de messages. Et on va utiliser dans ce cas-ci une phéromone produite par les femelles pour attirer les mâles. Les phéromones sont tout à fait spécifiques et elles réagissent sur les insectes en quantité vraiment de quelques molécules. Elles ont également une durée de vie, une durée d'efficacité assez courte. Pour lutter contre le carpocaps, on va poser dans les arbres des pièges munis d'une capsule de phéromones et d'une plaque engluée sur laquelle les mâles vont venir se fixer. De cette manière, le cycle de reproduction et d'accouplement est interrompu et la ponte n'a pas lieu. Le vol du carpocaps commence au début du mois de mai et dure jusqu'à la mi-septembre. On va donc poser les pièges un peu avant, c'est-à-dire dans les derniers jours d'avril. Dans un jardin d'amateurs de maximum 5 arts, on posera un seul piège qui est largement suffisant. Alors, la durée d'activité de capsules de phéromones est d'environ 6 à 8 semaines. Cela veut dire qu'en déant les 6 à 8 semaines, il va falloir remplacer la capsule de phéromones. Éventuellement également remplacer la plaque engluée si elle est complètement occupée par des insectes. Une deuxième capsule est fournie avec le piège pour le remplacement dans le courant du mois de juillet. Il faut éviter lors de toutes les manipulations de toucher les capsules avec les mains nues pour éviter de donner notre odeur et de prendre l'odeur de la phéromone. Et il faut conserver les capsules en attendant de les utiliser dans un frigo à maximum 5 degrés. Le même piège peut être muni d'une capsule de phéromone destinée au carpocaps des prunes. Et il existe pour la mouche de la cerise un autre modèle de piège avec utilisation de phéromones spécifiques.
Olivier et Jean-Marie, eh bien l'installation de notre serre continue à bien se dérouler. Alors Olivier, j'ai peut-être été un peu vite en disant maintenant on va placer les vitres. Avant ça, le plus important c'est de placer notre structure à l'endroit définitif. Oui. Et il faut être précis. Voilà, précis, il faut bien la mettre d'équerre, donc mesurer les deux diagonales pour voir si elles sont identiquement les mêmes, pour pouvoir mettre les carreaux sur le toit. Si elle n'est pas d'équerre, on ne saura pas mettre les carreaux. Et alors on va la caler horizontalement aussi, pour pouvoir que tout se mette en place. Alors Jean-Marie, moi dans le temps, il me semblait que les serres avaient besoin de fondation. On créait une fondation tout autour et on venait poser la serre. Apparemment, on ne fait plus ça aujourd'hui. Et pourtant, notre serre, elle doit quand même bien tenir au sol, non? Oui, voilà. En fait, dans le temps, c'est vrai, comme les serres à vigne, on avait des murs en béton de 50, 60, 70 cm de hauteur. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus du tout. C'est la base en aluminium qui sert de maintien de l'entièreté de la serre. Et cette base est fixée au sol par des ancres aux quatre coins, voire plus si elle est de grande taille, et qui sont eux-mêmes fixés dans un stabilisé au niveau du sol. Et le sous-sol, en fait, permet à la terre de la serre de mieux vivre. C'est vrai que dans le temps, on avait des terres dans ces serres à vigne qui devenaient rapidement ce qu'on appelait folles. Oui, parce qu'il y avait un mur, il y avait une fondation. Entre guillemets, elles séchaient beaucoup plus vite et la structure de la terre vieillissait très vite. Alors que maintenant, grâce à cette vie qui peut circuler entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'il n'y a plus de fondation, il y a un échange qui se fait, l'humidité, les vers de terre, etc. Ce qui font que la terre continue à vivre et les plantes s'en portent d'autant mieux. Eh bien, maintenant, on va s'occuper des vitrages et on se retrouve tout de suite après. Et puis, on va retrouver Marianne avec un petit conseil printanier. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour quelques conseils printaniers. Alors, qui dit printemps dit magnifique floraison. J'en ai justement une ici. C'est un Prunus judensis. Alors, pour profiter de cette floraison maintenant, il va falloir y penser un petit peu plus tôt dans la saison. On va plutôt planter ce genre d'arbre en racines nues à l'automne. Je vais revenir ici sur des plantations qu'on peut faire au mois d'avril puisque la saison des racines nues est terminée. Que va-t-on pouvoir planter au jardin? Alors vous allez retrouver ce genre d'articles en pépinière. Ce sont des plantes en pot. On appelle ça de la plante en conteneur. Alors quel est le principe? C'est une plante qui a grandi en conteneur au moins pendant une saison afin de développer un système racinaire fort qui va permettre à la plante d'être vigoureuse au moment où on la remet en terre. Ça permet de faire des plantations tout au long de la saison, même au printemps et même en plein été. J'ai ici une graminée. Alors une petite parenthèse sur les graminées, il est très intéressant de les planter au printemps parce que ce sont des plantes qui supportent très bien la sécheresse. Alors évidemment pour le moment c'est pas très sexy au niveau esthétique, mais ce sont des plantes qui vont évoluer très très vite et qui vont permettre d'atteindre leur taille adulte déjà dès la première saison. C'est vraiment très joli, c'est très aérien, ça donne de la structure au jardin. Moi, je vous conseille vraiment d'en placer. Deuxième exemple de plante que vous pouvez planter au printemps. Ici, j'ai choisi un Bergenia. Pourquoi? Parce que je dispose quand même d'une certaine place pour le développement de la plante et que cette plante sera parfaite à cet endroit. C'est une plante à feuillage persistant, donc qui reste en place toute l'année et comme vous le voyez, comme pour la précédente plante, j'ai un développement racinaire impeccable pour une bonne reprise. Passons maintenant à la plantation de mon Bergenia. J'ai réalisé au préalable un trou qui fait le double de la taille de mon pot en largeur. Je vais bien sûr rajouter comme d'habitude un bon substrat et le mélanger à 50% avec la terre qui est en place. Alors l'importance, je le rappelle, d'ajouter un substrat est de drainer évidemment la terre, mais également d'apporter les nutriments essentiels à la plante pour un bon enracinement et alors aussi d'améliorer la structure du sol. Concernant le graminé dont je vous ai fait la présentation tout à l'heure, ce sont à peu près les mêmes règles et conseils de plantation.
Je peux vous donner comme un petit détail, c'est que le graminé craint l'humidité et donc on peut rajouter un petit peu de sable du Rhin lors de la plantation, surtout si on a un terrain qui a une tendance fort humide. Les plantes que je vous ai présentées font partie de la famille des vivaces, comme également toutes les plantes qui se trouvent ici. Alors les vivaces, ce sont des plantes qui ont le gros avantage qu'une fois qu'elles sont placées, elles refleuriront, elles reviendront chaque année. Elles ne craignent pas le gel. Alors nous avons également une large palette de couleurs, une large variété de tailles, de formes, de feuillages. Par exemple, nous avons des très belles primulas, des très belles aubriettes. Il y a également les œillets d'Inde, également appelés dianthus. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir au jardin avec ces vivaces. J'espère que mes conseils vous donneront envie de mettre de la couleur au jardin et je vous dis à la fois prochaine. Bien, Olivier Jean-Marie, le travail avance bien, on arrive tout doucement au bout de nos peines, le vitrage est quasi installé. Parlons justement, Olivier, si tu veux bien, du vitrage, de la qualité du vitrage, c'est important pour une serre. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans le vitrage, c'est la partie la plus fragile, et donc il ne faut pas hésiter à mettre du 4 mm, et dans certains cas même du sécurité. Ce qui est le cas ici. Voilà, ici c'est du sécurité beaucoup moins dangereux et plus résistant. Alors, je vois également que le vitrage sur le toit est différent du vitrage des côtés. Il est martelé. Pourquoi? Oui, voilà. Donc ça, pour éviter que les rayons de soleil nous tapent trop fort en été sur les plantes et pour que l'eau ruisselle le long du carreau et ne goûte pas sur les légumes. Et donc, le fait que le verre est martelé, ça va quoi? Mieux diffuser la lumière, la chaleur à l'intérieur de la serre. Ça, et en plus, l'eau va couler dans une rigole à l'intérieur et va être évacuée. Donc l'ambiance sera plus sèche, moins de pourriture. Et moins de maladies. Et moins de maladies. Alors, Jean-Marie, on parle de chaleur. Qui dit chaleur dans une serre dit aussi ventilation. Nécessité de ventiler. Et voilà, tout à fait. Donc, on va bientôt installer la porte de la serre. Voilà, donc on va installer tous les ouvrants, donc portes et fenêtres. Ouais. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la chaleur, elle monte vers le haut. Donc, important d'ouvrir la porte pour que l'air froid puisse rentrer, chasser l'air chaud vers le haut et que les fenêtres puissent s'ouvrir. Alors maintenant, c'est vrai qu'il existe aussi des options pour que les fenêtres s'ouvrent toutes seules grâce à des systèmes avec des pompes à gaz. Voilà. Eh bien, on termine ce travail et puis c'est promis, on se retrouve une dernière fois, j'espère, à l'intérieur de notre serre. En attendant, eh bien, on jette tout de suite un petit coup d'œil sur notre concours. À tout de suite. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Quel est l'avantage d'installer des plantes vivaces dans son jardin? Ce mois-ci, la firme DCM vous offre plusieurs lots composés d'un piège Delta à placer dans vos pommiers et poiriers, ainsi que des capsules de phéromones pour lutter contre les carpocaps. Pour vous lancer dans la culture sur serre, qui comporte plus d'un avantage, la firme belge ACD, spécialisée dans la fabrication de serres, a le grand plaisir de vous offrir une serre R204 en verre sécurite d'une valeur de 1 399 €. Pour avoir une chance de gagner ce cadeau unique, on vous invite à vous rendre sur le site ACD, dont l'adresse apparaît en ce moment, et de vous inscrire pour participer au tirage au sort qui aura lieu fin juin. Interforum Editis vous propose plusieurs exemplaires de Mon petit jardin en permaculture, paru chez Terre Vivante, l'ouvrage indispensable pour rendre votre jardin plus productif, durable et esthétique. Et enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Eh bien, Olivier Jean-Marie, le pari est gagné. Nous sommes à l'intérieur de notre serre. C'est la fin de la journée. On a commencé ce matin. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, Jean-Marie. Non, en fait, tu vois, allez, à 2-3 personnes, c'est tout, c'est réaliser un jeu d'enfant. Mais si on n'est pas du tout bricoleur, on fait quoi? Mais en fait, chaque société de serre a un service qui met à disposition des clients et ils peuvent venir vous la monter également. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qui reste à faire? On va aménager le sol de la serre. Voilà, en fait, une fois que la serre est construite. Il faut aménager à l'intérieur. Donc la première des choses, c'est d'installer un chemin pour pouvoir accéder facilement à tous les espaces. Ouais. Ensuite, de peler l'herbe et de niveler. Tu vois qu'il y a encore quelques terre qui reste de la construction. Donc de peler le gazon, d'évacuer la terre, de niveler. Et puis ensuite, d'amender le sol en y apportant de l'amendement, fumier séché, etc. pour rendre la terre fertile et pouvoir commencer à faire les premiers semis et les premières plantations. Voilà, et là on est
est au mois d'avril, alors qu'est-ce que je vais pouvoir commencer à installer dans ma serre? Mes plants de tomates, par exemple. Mais plants de tomates, c'est peut-être encore un peu tôt, hein, sauf si tu installes un système de chauffage. Mais en tout cas, des laitues, des radis, avoir même à la limite quelques petits pois, des carottatives, quelques épinards, du persil, des aromatiques, il y a du du basilic. boulot. Il y a du boulot. Olivier, au-delà de la structure de la serre, je crois qu'on peut l'aménager à l'intérieur. Il y a différents accessoires possibles, non? Et on va s'en occuper dans les mois qui suivent. Oui, voilà, je pense qu'on va pouvoir mettre toutes les options. Et donc, ça va aller de la toile d'ombrage, on pourrait mettre de l'arrosage. Toile d'ombrage, on rappelle, ça serait important pour l'été, bien sûr. Pour l'été. Okay. Voilà, une porte avec une toile moustiquaire pour pouvoir fermer la serre sans limiter. Et que les animaux domestiques ne rentrent pas. Voilà, je crois que c'est important. Okay. Et puis des tables de travail, c'est important aussi, je crois. Oui, voilà, pour les petits semis et compagnie, c'est plus facile. Eh bien, donc, il y a encore du boulot. Mais en tout cas, à vous deux, un tout grand merci d'avoir passé la journée ici et d'avoir monté cette superbe serre. C'est ici qu'on va se quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour d'autres travaux au jardin. Et surtout, n'hésitez pas, sortez et allez-y, hein, il y a du boulot au jardin. À bientôt.